Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les rois du Bitcoin. Nouvelle vidéo que je tourne 2 jours en arrière, mais c'est pas très grave, on va pas forcément rentrer dans le détail du Bitcoin actuellement. Est-ce qu'on a cassé la TH, est-ce qu'on a retracé, etc. Ça on en parlera plutôt demain et je vous expliquerai un petit peu ce que j'en pense, puisque moi je ne traite pas du court terme, je suis plutôt un investisseur moyen long terme. On parlera aujourd'hui plutôt de psychologie, on parlera du Chicago Mercantile, du CME, donc le Bitcoin des institutionnels. On parlera aussi d'une actualité ou une potentielle actualité qui pourrait signer un top de marché comme en 2017. J'aimerais vous parler aussi de qui détient les bitcoins aujourd'hui. Pas forcément en termes de personnage, mais plutôt en termes d'adresse. Est-ce que le bitcoin est réellement la monnaie du peuple? Également, on parlera de 2 crypto-monnaies du top 30. Pourquoi? Parce que je vois de plus en plus sur les réseaux, sur YouTube, que beaucoup de stratégies est mis en avant pour s'il y a un nouveau bull run, à ce moment-là, j'irai pas chez les shitcoins qui n'ont pas performé depuis maintenant quelques mois. J'irai plutôt sur le top 10, sur le top 20, sur le top 30 au minimum ou au maximum sur le top 50 des crypto-monnaies. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution et la meilleure possibilité d'investissement? Pas si sûr. On en parle tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation que j'utilise au quotidien, que j'ai écrite, la stratégie des 4 rois. On ne va pas le prendre maintenant, j'en avais déjà parlé dans différentes vidéos précédentes. Donc si vous voulez, si cette stratégie vous intéresse, j'en parle quotidiennement dans les vidéos. Ça peut être intéressant peut-être de vous y imprégner pour pouvoir créer votre propre plan de trading et votre propre plan d'investissement moyen long terme. En tout cas, je vous y invite, c'est complètement gratuit, c'est complètement libre de droit, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous en imprégner pour vous créer votre propre trading plan. Voilà, on parle tout de suite du Bitcoin, mais pas du Bitcoin comme vous l'entendez, je préfère parler du CME. Donc on y va tout de suite. J'avais écrit une charte, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Ça fait quelques semaines que je ne suis pas allé. Donc, comme je suis tombé dessus tout à l'heure, je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc, c'est pas pressé, hein, d'accord? Je rappelle que le contrat CME, donc les contrats à thème du Bitcoin sur le Chicago Mercantile, n'est pas coté le week-end. Et comme les marchés traditionnels, hein, comme le S&P 500, le CAC 40, etc., le week-end, il n'y a pas de cotation. Par contre, on peut toujours investir sur les marchés futurs ou sur le spot, sur nos exchanges le week-end. À ce moment-là, on trouve, en fonction des hausses ou des baisses du week-end, ce qu'on appelle la volatilité des week-ends, qui sont généralement annulées entre vendredi et lundi, parfois c'est faux. Parfois, le cours prend une forte hausse le week-end ou une forte baisse le week-end, et ce qui nous crée en fait des trous de cotation. Et l'histoire veut que généralement, ces écarts de cotation, on en voit plusieurs, il y en a beaucoup depuis le début, enfin beaucoup, pas tant que ça. Moi, je les prends en daily. Généralement, je les valide en daily. En horaire, je ne les valide pas, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, la petite histoire voudrait que dans 80% des cas ou 90% des cas, ces trous dans la cotation sont un jour comblés. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Si ça vous intéresse, je vous inviterai à aller faire un petit tour sur Internet. Il y a énormément d'informations dessus. Donc j'y étais pas allé depuis quelques temps. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gaps, ce qu'on appelle des gaps CME ou des trous de cotation, des gaps, qui avaient été comblés. Comme par exemple celui-là, au niveau des 62 000, 61 000, a été comblé par cette mèche-là. Donc là, je vous parle, on est mercredi, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va l'enlever. Super, celui-là a été comblé. Donc 80% de chances que celui-là soit comblé, il a été comblé. On revient un petit peu avant. En effet, il y avait un gap ici sur cette forte chute, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici. Très très gros gap CME, il a été comblé. Formidable. On continue. Est-ce que celui-ci a été comblé? Celui d'en dessous? Non, toujours pas. Alors il y a différents gaps. Il y a des gaps d'extension, des gaps de correction, de je sais plus quoi. Il y en a 4, je crois, en forme de gap. J'aurais pu aller me renseigner pour travailler sur cette vidéo, mais pas trop le temps, on travaille, on a des enfants, on a des loisirs, donc on reste pas trop derrière les écrans à rechercher des choses. Mais je vous inviterai à aller regarder si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et à ce moment-là, on ira faire une grosse vidéo sur les gaps CME. Donc là, on voit qu'il y a toujours un gap ici, un trou dans la cotation du week-end. D'accord? On voit bien, là on était le 23 juillet et hop, on passe au 27 juillet. D'accord? Ou 26 juillet. Vous voyez, 23, boum, 26. Et là, il y a une forte hausse en fait sur le spot, tout simplement. Donc il y a un trou de cotation sur le CME. Généralement, dans 80% des cas, on tend à venir combler et travailler dans ces gaps.
Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que y en a encore en dessous qui nous ont échappé. Donc, quand on était ici, beaucoup de personnes, amateurs, professionnels du trading ou institutionnels, pensaient qu'on allait pouvoir éventuellement combler quelques gaps ici. Et d'ailleurs, c'était parfaitement logique. Pourquoi ? Parce que quand on trace nos zones FIBO de retracement et qu'on vient titiller notre zone de rechargement entre les 0,618 et 786, déjà on voit qu'on aspire ici dans notre classe économique, d'accord, 3 gaps. Un ici et un tout petit ici. D'accord ? Et sur notre classe entre guillemets première classe, on vient encore chercher un gap, voire deux. Celui d'octobre 2020 et celui de juillet 2000. Non, il est juste en dessous, juillet 2020, pardon. Mais là, on est bien dans notre première classe. Et l'histoire veut que dans 80% des cas, il y a 80% de chances, donc 8 chances sur 10, que les gaps CME soient comblés. Alors, est-ce que ça arrive rapidement ? Pas forcément. On a bien vu que lors de ce gros flash crash Covid, donc je vais un petit peu zoomer. D'accord ? Hop. Donc ici, il y avait un gap, il y en a partout. Ici, un gap qui a été comblé. Ici, un gap pas comblé. Pour moi, je veux quand même une bougie pleine qui viennent combler ces gaps-là. Ici, il y avait un tout petit gap, mais je crois que c'était en 4 heures. Bon, allez, j'ai dit que je ne le prenais pas en 4 heures, mais on va quand même le garder. C'est pas très grave. De toute manière, si Bitcoin est 0 à ce moment-là, on ira le combler probablement, celui-ci. Et il y en a un ici aussi, qu'on a toujours vu, à 3200, 3300 $. Et je peux vous assurer que quand on était là, en fait, on avait tous les yeux, j'y étais, je me rappelle comme si c'était hier, on avait tous les yeux pour dire, si on ne vient pas combler ce gap-là, on ne pourra pas faire de nouveaux sommets, on ne pourra pas repartir dans une dynamique haussière. Il faut absolument qu'on comble. Et en fait, ça peut créer des formes de biais psychologiques et de déni pour dire, mais non, ça ne peut pas monter, on n'a pas comblé le gap. Il y a 8 chances sur 10, je le répète, on peut le prendre dans l'histoire, vous pouvez vous renseigner sur Internet, 8 chances sur 10 qu'on vient combler ces gaps-là. Et tout ça, ça peut créer une forme de déni, en réalité, pour dire, non, mais c'est pas possible, ça ne peut pas monter, puisqu'on n'a toujours pas comblé le gap. Donc je comprends que les gens shortent pour aller chercher leur gap. Parce que c'est à ce moment-là, je me rappelle qu'on en parlait de plus en plus. On en parlait beaucoup. On était très sur le CME mercantile, etc. Les institutionnels, pareil. Parce que, pour être tout à fait honnête, ceux qui nous sauvent ici, c'est pas le public. Ce sont les très gros portefeuilles. Ce sont les institutionnels. Et bizarrement, dans des formes de peur extrême, au niveau du sentiment de marché, on a tous les yeux sur les professionnels et sur les institutionnels pour qu'ils nous sauvent la mise. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient ? Quand on pense institutionnel, on pense contrat à terme sur le CME et sur le Chicago mercantile. D'accord ? Donc il y a toujours un petit gap ici, qui n'a toujours pas été comblé. Peut-être qu'un jour il sera comblé, peut-être pas. Je rappelle que 8 chances sur 10. Et ça me fait bien rire. Pourquoi ? Parce que si on compte les gaps actuellement encore ouverts, on va les compter ensemble. Donc on en a comblé pas mal sur la hausse là. Et d'ailleurs, est-ce que maintenant que celui-ci a été comblé, est-ce que c'est peut-être pas le moment d'aller chercher les autres ? Bonne question. On va les compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ici. Bon, tout à l'heure, il y en avait 10. On va dire il y en a 8 sur 10 qui seront comblés, on est d'accord ? Allez, est-ce que celui-là, on l'enlève ? On l'enlève pas, mais on dit que ça fait partie du 8e ou du 10e qui ne sera pas 8e, 9e, enfin 9e ou 10e qui ne sera pas comblé. Est-ce que ça veut quand même dire que tout cela seront comblés à un moment donné ? Excellente question. Excellente question. C'est les maths, c'est les probabilités, les statistiques. Beaucoup jouent les gaps CME, et notamment sur les réouvertures de marché, etc. Notamment les traders court terme. Quand on voit des gaps comme ça, des gaps s'ouvrir, boum à la hausse, il y en a beaucoup qui viennent shorter les tops là pour essayer d'aller combler, reprendre leur position et repartir en pullback. On voit bien que des fois ça marche pas. On se fait quand même exploser la tronche. Comme ici, là tout le monde voyait les gaps CME, c'est pas venu les boucher. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important que je voulais vous dire. D'accord ? Donc ça permet peut-être de vous gommer encore des biais psychologiques et ça c'est mon quotidien que je fais moi-même et puis ça me fait plaisir de vous le partager. Ne pensez pas qu'on reverra jamais un Bitcoin à 9000 $. D'accord ? Parce que s'il y a un biais psychologique qu'on devrait quand même avoir par rapport aux probabilités sur les 50 dernières années, c'est bien ça pour le coup. C'est bien ces fameux gaps ou trous de cotation au niveau des marchés entre guillemets traditionnels, quoi. D'accord ? Donc ça, c'était très important. Et moi, ça me ferait pas plaisir, parce que je suis quand même engagé sur les altcoins, etc., même si je protège mes positions
et que mon hedge n'est toujours pas pris, hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore cassé les précédents sommets, à l'heure où je vous parle, et bien ici, je peux vous garantir que j'aurai des ordres au niveau des gaps CME. Et ça peut être super intéressant dans une idée et dans une stratégie d'investissement moyen-long terme. Bah, qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est d'aller placer des ordres en dollar cost average au niveau des gaps CME. Et un petit dernier ici pour la route. Et très honnêtement, si vous prenez celui-là, vous prenez celui-là, vous prenez celui-là, vous prenez celui-là, et vous ne prenez pas ces deux-là, hein, on est d'accord que votre prix, même si vous avez acheté ici, c'est pas ça, quoi. Vous n'avez pas perdu 70 ou 80% de votre position puisque vous avez lissé votre prix. Et lisser son prix au niveau des gaps bah, a été, à long terme, toujours gagnant. Toujours. Il y en avait beaucoup, hein, ici, hein, des petits gaps, etc., qui ont en fait été comblés par les hausses, etc. D'accord? D'ailleurs, ici, il y en avait un. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, il y en avait un. Ici, il y en avait un. Ah, on le voit bien. Je vous le montre un peu plus près. Ouais, ce genre de choses. Hein. D'accord? Je vous parlais tout à l'heure des traders qui venaient travailler sur ces gaps. Regardez, hein. Ici, gros gap CME. Ici, gros gap. On vient les boucher. Hein. D'accord? Ici, gros gap. On est venu un peu plus tard le boucher. Ici, gros gap. On est venu le boucher. Bon, bref. 8 chances sur 10 de venir les combler, ces petits gaps-là. D'accord? Pareil là, hein. Bitcoin, la mort. Non, on est venu combler le gap. Hein. Même si on était toujours dans une dynamique baissière, on en a laissé... on est venu en combler pas mal. Et les derniers qui ont été comblés, bah, ils ont été comblés dans la forte hausse. D'accord? Ça, c'était la première chose. Je continue sur le nombre d'adresses Bitcoin qui détient nos Bitcoins. Est-ce que c'est la monnaie du peuple ou pas? Bah là, j'ai un petit site à vous proposer. Ça s'appelle bt4charts.com, sur le top 100 en fait, des plus riches, entre guillemets. Et ça répertorie à peu près les 23 ou 24 millions d'adresses actuellement en cours. Alors, je ne parle pas des adresses actives. Hein. Je parle des adresses créées. Il semblerait qu'il y ait à peu près 23 millions d'adresses qui ont été créées à un moment donné, d'accord, dont 1 million sont actives. Voilà, ça veut dire qu'il y a des mouvements sur ces adresses. Je ne sais plus si c'est une fois par mois ou une fois par je ne sais plus quand. Je ne me rappelle plus. Bon bref, c'est pas très grave, mais en tout cas, elles sont actives. Ça veut dire qu'il y a du mouvement sur ces adresses-là. Et on s'aperçoit un truc très intéressant, c'est que environ 2% des adresses, 2% des adresses détiennent 95%. Donc là, il y a marqué 84,75. Donc 2% des adresses détiennent 95% des bitcoins. Au total. On s'aperçoit aussi que la moitié des adresses, je ne parle pas des adresses actives, hein, je parle des adresses tout court. Plus de la moitié des adresses, qui représentent 4000 bitcoins, environ 250 millions de dollars, sont détenues, représentent, par contre, 50% d'adresses représentent moins de 0,001 bitcoin. On va regarder très rapidement. Je crois que 0,001 bitcoin, au jour où je vous parle, c'est 50 euros. 40 euros. 30 euros? Oui, je ne sais plus. 40 euros. À peu près. 60 dollars. Tout simplement. Donc voilà. Donc la moitié des adresses aujourd'hui Bitcoin qui ont été créées, sur ces adresses-là, moins de 50 euros. OK? Et 95% des Bitcoins sont détenus par 2% des adresses. Question, est-ce que Bitcoin est l'argent du peuple ou l'avenir, monnaie, peuple, etc. Apparemment, non. Biais psychologique ou pas, en tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est que si 2% des adresses détiennent 95% des jetons, eh ben, ils peuvent envoyer le prix à peu près où ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent le supply. Et on a bien vu depuis quelques semaines maintenant que de plus en plus de jetons, notamment sur les exchanges, quittaient en fait ses propres exchanges. Ça veut dire que qui fait le prix aujourd'hui du marché, bah, ce sont les exchanges. D'accord? Si moi je décide de vous vendre à vous un bitcoin, et je vous le vends de la main à la main, entre guillemets, ou je vous l'échange de main à la main, j'achète une voiture contre un bitcoin, par exemple, votre Mercedes. Bah, en fait, ce ne sera pas coté. Ça ne passera pas sur une forme de jeu entre l'offre et la demande. Ce ne sera pas sur les échangeurs. Donc, il n'y aura pas d'impact sur le prix du bitcoin. Ce qui fait le prix du bitcoin, ce sont les exchanges. Binance, Coinbase, FTX, Bittrex, Bitfinex, etc., 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 etc. Bitpanda, Crypto.com, quel que soit là où vous êtes. Voilà. Et c'était intéressant, voilà, je voulais vous en parler. Également, avant de passer au crypto top 30, et je voulais vous parler de Atom Cosmo et de Ada Cardano,
Eh ben, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble très rapidement, parce que je vous ai parlé du Chicago Mercantile, le CME, qui a été en fait une news incroyable. Pour ceux qui étaient, peut-être vous vous en souvenez. Je vais repasser en weekly, ce sera plus simple. Hop, je vais rester là. Je vais juste gommer ce truc-là, pas très grave. Bah, ce qui s'était passé, en fait, c'était une news donc, qui a, rappelez-vous, signé le top de marché de décembre 2018 sur le spot, sur Bitcoin, alors que c'était considéré par la très grande majorité comme une excellente news. D'accord ? Et ça, psychologiquement, c'est intéressant de le savoir. Quand vous avez des mauvaises nouvelles qui ne font pas chuter drastiquement le prix, comme récemment, par exemple, Buy China, pour la 9e fois, bon, bah, c'est vrai que ce n'était pas une très grosse mauvaise nouvelle, ou qui mettent les mineurs à coups de pied aux fesses pour les sortir du pays, et bah ça n'a pas vraiment fait chuter le cours de façon drastique. Alors que la Chine, 1 milliard d'habitants, c'est quand même pas rien, hein, qui interdit les échanges cryptoactifs entre ses ressortissants et ses administrés, c'est quand même pas rien. D'accord ? Et bah quand les mauvaises nouvelles ne font plus baisser le cours, et bah en réalité c'est très bullish, c'est très positif pour un asset. Au contraire, quand des très bonnes nouvelles commencent à faire vaciller le cours ou fait des retracements très forts sur le cours, attention, très mauvais, c'est très bearish. Les bonnes nouvelles qui font shooter le cours, c'est bearish. Les mauvaises nouvelles qui font monter le cours, c'est très bullish. Et à l'inverse, les bonnes nouvelles, entre guillemets, qui font monter le cours, bon, ça s'annule. Plus c'est plus, ça fait plus. Et les mauvaises nouvelles qui font baisser le cours, moins et moins, ça fait plus. Donc, malheureusement, c'est des mauvaises nouvelles, ça fait baisser le cours, mais ça reste bearish, tout simplement. Ok ? Donc ça, c'est aussi important au niveau psychologie et de mindset de le rappeler. Donc à ce moment-là, mais qu'est-ce qui pourrait avoir une super nouvelle qui pourrait faire chuter le cours ? Il y en a une actuellement, hein, c'est l'ETF sur le Bitcoin, qui est aujourd'hui ou hier légal maintenant hein, sur le marché, sur Wall Street, à Wall Street. Bon, qui n'est pas trop conseillé, on voit quelques articles passer, que c'est plutôt réservé à des personnes aguerries, etc., des marchés, c'est pas forcément conseillé, machin, bon, ça arrive sur des pincettes, ok. Mais c'est pas forcément super bullish ça, d'avoir un ETF, parce qu'on n'en parle pas tant que ça à la télé, je l'ai pas vu passer sur TF1, je l'ai pas vu passer sur M6. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait vraiment... Alors c'est une supposition, je sais pas si ça va arriver ou pas, mais je me dis que si tout se passe bien pour Bitcoin, d'ici quelques semaines, quelques mois, et pourquoi pas d'ici 3 mois, un trimestre ou 2 trimestres, hein, d'accord ? Qu'est-ce qui pourrait faire très fortement chuter le cours, alors qu'il y a une excellente nouvelle, une excellente actualité ? Moi, il y a un petit truc dans mon oreille qui me dit que Libra n'est pas complètement terminé. J'ai vu quelques news que Facebook continue à travailler très activement sur leur monnaie, qui s'appellera plus Libra, mais qui s'appellera Diem. Et ça peut, par exemple, faire partie d'une big news ultra bullish qui pourrait signer un top de marché. D'accord ? Quand la news est excellente pour le marché, ça peut signer des tops de marché. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il y aura un maximum d'attention, un maximum de public sur un marché à un instant T. Et ça, c'est le meilleur moment pour un institutionnel et pour les très gros portefeuilles de faire quoi ? De revendre leurs bags colossaux de Bitcoin et de crypto-monnaies. Autre news qui pourrait aussi, le jour J, alors c'est buy the rumor, c'est the news, hein, toujours dans la même idée, hein, c'est comme le Chicago Mercantile, buy the rumor, sell the news. Le jour où c'est sorti, boum, allez, on décharge tous les bags et au revoir Bambino. Alors bien évidemment que tout le monde avait vendu, ou les gros avaient déjà vendu sur toute la montée, évidemment en 2017. Mais aussi, donc je parle de Libra, de Diem, mais ça peut aussi, pourquoi pas, être l'annonce d'une monnaie numérique, comme le yuan numérique, pourquoi pas en Chine, ou comme le dollar numérique, ou l'euro numérique, d'une banque centrale, comme la BCE, comme la Fed, par exemple. Donc, buy the rumor, sell the news. Le jour où l'Europe vous dit, ou la BCE vous dit, l'euro numérique arrive je vous dis une bêtise, le 21 juin. À ce moment-là, on reprendra cette vidéo ensemble et on se dira, ok, qu'est-ce qu'on fait ? J'espère que déjà sur la montée, si montée il y a, on aura pris des profits. Et puis, ce sera peut-être à ce moment-là d'être un tout petit peu plus présent et actif sur les écrans pour voir dans quelle direction on va aller. Mais c'est ce type de news qui peut renverser des marchés. Voilà. Excellente news, très bullish. Et le cours, malheureusement, fait juste le contraire de ce qu'il devait faire. Alors, aussi important, toujours dans la côté psychologie, et notamment pour ceux qui ne sont pas
depuis plusieurs mois ou années sur les marchés financiers. Il faut savoir que toutes les nouvelles, quand on parle beaucoup, et ça vous le voyez beaucoup sur les réseaux, etc., dans les communautés, le fameux acheter la rumeur et vendre la nouvelle. La rumeur, en fait, c'est quelque chose qui est prévu, potentiel ou avéré, et c'est vraiment le jour où ça sort, parce que partez encore une fois du principe que vous le savez en fait ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que vous êtes derrière les écrans, vous avez des algorithmes sur Google qui vous envoient des annonces pour dire le TF Bitcoin arrive, le TF Bitcoin arrive, le TF Bitcoin arrive. D'accord ? Mais en fait, la grande majorité de la population, ils vont le savoir quand ça va réellement sortir. D'accord ? Il faut essayer de gommer absolument ces biais psychologiques. C'est pas parce que vous le savez que tout le monde le sait. Vous faites partie des 0,001%. Ça, c'est important. D'accord ? Alors, je peux vous dire que le jour où Facebook balance son diem, en fait, vous le serez depuis plusieurs mois. Mais en fait, les 2,3 milliards d'utilisateurs Facebook le seront en un jour. Alors, il y aurait eu de la pub, peut-être, ou des choses comme ça, des petites annonces. D'accord ? D'ailleurs, qui aurait fait frémir un petit peu le chaland pour faire venir sur les tops de marché les plus impatients, les futurs millionnaires, comme on appelle ça. Et le jour où ça sort, je vous invite très fortement à sortir quelques profits de vos investissements. On finit cette vidéo très rapidement. Je suis sûr que j'avais arrivé à faire moins de 30 minutes sur Atom Cosmo. On y va tout de suite. Hop. Et sur ADA, parce que ça, c'est très intéressant aussi. Alors, Atom, un oracle. Très très bonne crypto-monnaie également. Non, je ne vais pas aller sur là, je vais plutôt aller sur Binance parce que je crois que j'ai quelques annotations. Voilà. Alors, je suis investi sur Atom Cosmo. Alors, pourquoi je suis investi sur Atom Cosmo ? Parce que j'aime beaucoup ces structures de marché. C'est ce que j'appelle pour moi des structures de marché dites académiques. On commence à côté. Alors, oui, je vais faire une toute petite parenthèse. Je vous dis souvent dans les vidéos, moi j'aime bien quand c'est listé, ça se pète un peu la tronche. D'accord ? Alors, peut-être qu'au début, avant que ce soit listé, sur le marché primaire, entre guillemets, ou sur les ICO, ce qui n'est pas impossible, c'est peut-être que ce truc a fait ça, vous voyez ? D'accord ? Je l'ai très très mal fait, je m'en excuse. Donc peut-être que le truc, il a fait ça, mais c'était pas listé sur les gros exchanges comme Binance, Bittrex, etc. D'accord ? Moi, ce que j'aime, alors ça, je m'en fiche un peu en fait. Alors même si c'est intéressant pour voir les ATH, etc. D'accord ? Mais moi, j'aime bien que quand c'est listé, que les gens qui sont entrés là, ou les investisseurs des premières heures, en fait, vendent vraiment. Parce que pour moi, c'est un signal, s'ils vendent au niveau des exchanges, ça veut dire, un, que ça a du potentiel, et deux, c'est qu'ils veulent recharger. Voilà. C'est mon expérience qui me dit ça. Ok ? Mais oui, il y a plein de cryptos. J'avais vu ça sur Tezos, par exemple. Je travaillais sur un truc un peu comme ça, alors que j'avais vu que Tezos n'avait même pas encore cassé ses ATH. Oui, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est listé sur les gros exchanges. Donc, je vais pas forcément sur les petits ICO ou sur les trucs comme ça qui sont hors, entre guillemets, ou sur Metamask. J'avais acheté quelques trucs sur Metamask. Mais je me dis que déjà que c'est difficile de faire pumper des trucs sur des exchanges ultra liquides. Alors, imaginez sur du Metamask, etc. Généralement, vous arrivez, vous êtes rincé, quoi. Vous êtes dégoûté, vous êtes rincé. Et le truc, il est listé, vous pensez que c'est la news du siècle. Buy the rumor, c'est the news. Boum. Allez, vous êtes listé, vous perdez 60%. Donc moi, c'est pas ma stratégie. Moi, j'attends que ça soit bien liquide. Alors oui, peut-être que vous pouvez faire des fois 1000 ou des fois 10 000, j'en sais rien. Non, moi, je préfère quand le marché est bien liquide et quand c'est listé sur les gros exchanges. D'accord ? Donc là, grosse accumulation. On voit magnifique structure de marché. Un W weekly dans des W daily, etc. Donc les venture capital prennent leur profit. Alors les venture capital, ce sont les investisseurs des premières heures, les gros portefeuilles, les baleines, les big boys, ce que vous voulez, qui sont obligés, eux, de hedger leur portefeuille ou protéger leur position, en tout cas sauvegarder leur capital. Ils sont obligés de prendre des profits à plus de 100%, plus de 100%, qui sont déjà des très 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 belles hausses. On va pas se mentir, mais même sur ce break-là, on va chercher quand même du 226%, c'est énorme. Alors nous, si on met 150 balles ou 250 balles ou 1000 euros, bon, c'est quand même raisonnable, même si pour nous, en tant que particulier, 100 euros, on sait ce que c'est. Mais pour les investisseurs, ils mettent 1, 2, 3, 4 ou 10 millions d'euros. D'accord ? Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Donc là, jolie structure. On refait un espèce de V-top en weekly, pas très joli. Il n'y a pas vraiment de structure de marché. La valeur se déplace. J'adore ça. Voilà, j'attends la prochaine structure. J'aurais pu prendre un truc ici, j'aurais pu prendre un truc sur la mèche. J'ai décidé sur une petite structure en délit de prendre un investissement ici il y a quelques semaines. Alors j'ai pris une partie de ma position. S'il avait fait moins 40%, j'aurais pris ici. S'il avait fait moins 70%, j'aurais attendu une jolie structure de marché en faisant attention de ne pas casser mes précédents lots. Et si ça casse mes précédents lots, mais je vois qu'il y a quand même des bonnes news, etc., et que le machin commence à faire ça,
et repartir et faire ça, bon, un peu comme Aion, hein, vous savez, même si je pense qu'Atom a beaucoup plus de potentiel, bah, ça aurait pu être intéressant. Alors pourquoi je vous en parle d'Atom? Bah parce que je vous parle depuis plusieurs jours de pas mal de trucs dans lesquels j'investis, mais qui sont un peu plats. Bah là, Atom, il me propose des choses très jolies. Hein. Est-ce que je suis payé? Bah non, je suis pas payé. Pas encore, je suis patient. Est-ce que c'est pour ça que je vais prendre des profits ici? Non. Est-ce que c'est pour ça que je vais prendre des profits ici? Non. Je laisse courir. J'ai pris un petit take profit là, toute petite partie de ma position. Je crois que j'avais fait un 110. Voilà. Bah vous voyez, un 110% sur les 0,618. Je vous mens pas, hein. Incroyable. Donc derrière, boum, j'avais pris une toute petite position. Et là, j'avais mis un petit roi de cœur. Hein, d'accord? Ici, là, sur juste en dessous des 0,618, sur une garage jaune entre les 1,618 et 2. Bon, bref. Prix psychologique. En fait, ce que j'avais aimé, c'est le prix psychologique sur les 618, ça faisait quasiment 60 $. Donc je vous le dis, je prendrai une position. Bah, j'ai pris voilà, 58. Mais je peux très bien mettre 59. Hein. D'accord, bah, j'ai mis 58 parce que j'ai décidé que c'était 58, mais j'aurais pu mettre 59, rarement 60. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement beaucoup d'ordres en fait, qui attendent à 60. Et généralement, quand les order books sont pleins sur un prix psychologique, ou même les 50, hein, d'accord, j'aurais très bien pu mettre à 49, hein, pour être tout à fait honnête. Mais bon, je me dis qu'il y a du potentiel. Et quand je fais un AB égale CD, on va pas se mentir, hein, si on arrivait sur un top ici, et sur nos précédents bottoms, même si ça travaille, bon, on arrive quand même sur un prix à 67 $. Pas rien. D'accord? Bon, de toute manière, on s'en fiche. Hein, que ce soit là, que ce soit là, ou que ce soit à 100 $. Vous pouvez très bien mettre à 200 $ si vous voulez, puisque cette position est largement rentable. Parce que j'ai déjà gagné. Voilà. Donc même si ce truc tombe à 1 $, bah, j'aurais gagné 1 $. Voilà. Tout simplement, puisque j'ai déjà sécurisé cet investissement. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, je voulais vous parler d'ADA Cardano. Pourquoi ADA Cardano? Parce qu'on en avait beaucoup parlé lors du crack Covid, d'ADA, qui n'était pas une monnaie, entre guillemets, ou un cryptoactif ou une blockchain qui était vraiment regardée. Et puis moi, j'y croyais parce qu'il y avait pas mal d'influenceurs sur Internet qui parlaient d'ADA Cardano. Et je me suis dit, bon allez, est-ce qu'on investit là-dedans? Est-ce qu'on n'investit pas là-dedans? Etc. Beaucoup d'assets en ce moment ressemblent à ça. Hein. Vous regardez des BAT, des Aion par exemple, ou plein de trucs comme ça qui ressemblent vraiment à ça. Komodo par exemple, un KMD. Vous pouvez en voir, il y en a des dizaines qui ressemblent à ça. Alors, qui ne ressemblent pas à ça, mais qui ressemblent à peu près à ça. Voilà. Et tout le monde dit, ouais, t'es mort, c'est nul, c'est mort complet ce truc, ça sert plus à rien. Bon, en fait, non. Hein, ça sert pas à rien, parce que derrière, ça a fait un truc juste délirant. Voilà. Qui aurait pu prédire ça? Pareil, Chiliz. Hein, Chiliz, sur les 5 centimes de dollars, là, ça avait fait à peu près pareil. Boum! Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on voit des trucs comme ça alors que ça nous surprend un peu et ça nous tombe dessus un peu du jour au lendemain? Pourquoi quand Bitcoin est 0, ADA Cardano continue à faire des plus hauts? Rappelez-vous, en avril, il n'arrive pas à casser ses lots. Comment c'est possible? Eh bien, c'est qu'une question de psychologie. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le public en fait, qui travaille aujourd'hui sur les cryptoactifs. On n'est en fait que très peu. Ce sont des grosses baleines qui se battent contre des grosses baleines. Et l'objectif de ces grosses baleines, c'est pas de vous faire gagner. L'objectif de ces grosses baleines, c'est de miser sur le prochain Google. Donc en fait, ils aspirent toutes les demandes, quel que soit le jeton, qu'il y ait un minimum de travail derrière. S'il y a 2 développeurs qui travaillent dessus, je suis sûr que ça les intéresse. En fait, ils aspirent toute l'offre. Et puis à un moment donné, quand ils disent ça commence un peu à me gonfler cette histoire, et ben en fait c'est très facile avec très peu de monnaie, d'accord, de faire pumper un cours. Et là, commencer à distribuer. En toute petite touche, d'accord, en toute petite touche. Comme Solana, comme tout ça. Rien n'est différent. Vous pouvez avoir n'importe quel billet pour dire c'est l'avenir, la blockchain ADA Cardano, c'est la meilleure du monde, etc. Oui, il y a d'excellents fondamentaux dans ADA Cardano, mais on pensait que c'était déjà remplacé par Polkadot, par exemple, qui ne propose pas une aussi belle valorisation, en tout cas sur ces dernières semaines. D'accord? Donc généralement, petit cas d'école, le marché récompense toujours les plus patients. D'accord? Je pense qu'à ce moment-là, en mars 2020, personne pensait que un an plus tard, ADA Cardano aurait dépassé son ATH. Donc aurait joliment consolidé sous l'ATH. On pique, pullback. On revient. ADA Cardano, c'est du FUD, c'est nul, je ne sais pas, c'est les baleines, c'est les big boys. Donc à votre avis, est-ce que ici, les gens étaient plutôt bullish ou plutôt bearish? Bon, je pense que les gens étaient plutôt bearish. Pourquoi? Parce que ADA, ça n'existe pas, c'est nul. Ça a déjà fait 5000%. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, vous vous rendez compte? Le truc, il fait 7000%, quoi. En un an et demi. Bon, je peux comprendre qu'ici, c'est pas possible que ça refasse 7000%. Bon, bah, il fallait pas shorter le marché, là, les gars. Évitez de marcher les assets, hein.
Alors déjà, shorter le Bitcoin, c'est chaud. L'Ethereum, c'est un tout petit peu plus chaud. Mais tout le reste, c'est quasiment impossible. Hein. Parce que ça, c'est téléguidé. Hein. Je rappelle que les marchés du cryptoactif ne sont absolument pas régulés. Voilà, petit cas d'école. Toujours sur la psychologie. On ne sait pas trop ce qui se passe. Je fais encore beaucoup de cribouillis. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va regarder juste rapidement au niveau de mes indicateurs en weekly. Qu'est-ce que j'ai? Bon, moi, j'ai rien du tout. Est-ce que j'ai une divergence en weekly? Non. Potentiel. Donc le machin, s'il fait ça, hein, ultra bullish, Cardano à 10$. Est-ce que c'est impossible? Non, regardez Elrond. Hein. Elrond, le machin, il était à 1$. Il a fait x10. Il a refait x10. Et là, derrière, il a fait x30. Il a fait x10 depuis le précédent ATH, je sais pas quoi. Et derrière, il refait x30. Oui, d'accord, excusez-moi. Donc ça fait partie d'une grosse capitalisation. Et Atos, pareil. Cosmos, pareil. Et où est-ce qu'on le voit? En fait, vous allez sur CoinMarketCap. Et c'est d'ailleurs très intéressant, CoinMarketCap, puisque si on va sur ADA Cardano, qui est aujourd'hui dans le top 10, là, très bien. Généralement, vous avez en fait une vue d'ensemble des marchés. Quand vous cliquez sur All, vous avez tout l'historique de Cardano. Hein. D'accord? C'est ce que je vous parlais tout à l'heure de Tezos, par exemple. Moi, j'avais vu sur Binance en USDT, pas USD. Bon, j'avais que peu d'historique avant le listage. Donc, je suis investi. J'ai une bonne partie de mon portefeuille, enfin plus que d'autres altcoins sur Tezos, parce que j'y crois beaucoup et en plus, c'est français. Mais vous voyez, en fait, moi, j'étais arrivé, je crois, par là. Et je vous avais dit, j'aime bien mes pullbacks de début, etc. Voilà, j'étais arrivé là, je crois, hein, à peu près. Enfin, j'avais commencé à regarder vers 2019. J'aime bien les pullbacks, etc. Quand le match, il avait déjà fait les 10$. Enfin, c'est juste incroyable. Il n'a même pas encore il a même pas encore cassé son ATH, Tezos. Alors que pour moi, il était in the moon, quoi. D'accord? Donc voilà, si vous avez un petit doute sur l'historique de votre asset que vous voulez éventuellement, dans lequel vous voulez investir, allez sur CoinMarketCap et vous avez tout l'historique. Moi, je me sers de ça pour l'historique. Voilà. Bon, au début, je ne le savais pas, donc ça peut être intéressant de le savoir. Voilà pour ça. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Non. Est-ce qu'on a dépassé la demi-heure? J'espère pas. Et on écourtera bien sûr les vidéos au fur et à mesure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Gommez vos billets psychologiques. J'espère encore une fois que j'ai réussi à vous en gommer quelques-uns, peut-être vous avoir aidé. Attention à vos gaps CME, soyez vigilants. Si vous ne le saviez pas, pourquoi pas aller se renseigner un petit peu plus en détail. Et je vous dis à demain, vendredi, pour une prochaine vidéo.